Je vous salue et je vous remercie encore une fois au nom du comité d'organisation dont je fais partie de votre présence, parce que c'est vrai que pour nous c'est très gratifiant de voir une telle participation, voire même au-delà, puisqu'on est à guichet fermé. C'est très gratifiant pour le travail de préparation que l'on fait. Juste une brève présentation de ma personne. Donc, je dirige l'école professionnelle en multisite Martigny, où on a des professions de l'artisanat, à Châteauneuf, près de Sion, où on a des professions de la santé, du social et de l'intendance, et puis aussi tout ce qui est de la partie classe d'accueil et d'intégration, et on va dire de la transition pour tout le Valais roman, répartis encore ailleurs dans le canton, entre autres à Sion. En parallèle à cela, je suis vice-président de la conférence suisse des directeurs qui préside la table ronde, membre de la commission fédérale de la formation professionnelle, membre du comité du réseau latin aussi, ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de visions, je dirais, au niveau national sur des thématiques différentes de la formation professionnelle, dont celle qui nous occupe aujourd'hui. Et puis vous l'avez entendu, mon site principal est à Martigny. Donc c'est le seul jour aujourd'hui où je ne vais pas à la foire du Valais. Et je suis sur Beau. J'avais une excuse pour ne pas y aller, parce que c'est vrai qu'on est aussi sollicité. C'est un rendez-vous important où il y a beaucoup de conférences. Voilà, je vais débuter en vous mettant ceci, parce que c'est vrai qu'un directeur d'école professionnelle, eh bien, il est au cœur de la mise en œuvre de ces compensations des désavantages, et qui plus est en Valais, c'est une particularité, je crois qu'il y a un autre canton sur la Suisse romande qui est dans ce cas de figure-là aussi, c'est que nous nous occupons aussi dans les écoles professionnelles des cours interentreprises, donc 2 lieux de formation sous une même direction. Et puis si j'ai mis toutes ces associations, c'est pas pour de la provoque, mais c'est vraiment quand on doit mettre en œuvre ces compensations des désavantages, c'est l'environnement avec lequel on doit aussi travailler toutes ces associations qui défendent, et à juste titre, ces particularités, et qui sont, ces associations sont attentives à la mise en œuvre, à l'accompagnement de ces jeunes dans leur cursus de formation. Et puis nous, là, bien, on doit trouver je dirais le meilleur consensus possible entre ces demandes-là, et puis d'un autre côté les objectifs de la formation, du métier, et puis d'autres contraintes que je vais vous exposer un petit peu ici. Voilà, j'aurais dû effectivement peut-être modifier un tout petit peu un terme de mon titre de la présentation. Au lieu de possibilité, j'aurais peut-être pu mettre aussi faisabilité et limites au sein de l'école professionnelle et des cours interentreprises de ces mesures de compensation des désavantages. Alors, je ne me base pas beaucoup sur de la littérature, juste un document, c'est ce nouveau document que nous avons en tout cas reçu l'information par la CIP, distribué par la CIP sur ces mesures de compensation des désavantages, mais surtout sur la réalité du terrain. Et pour ce faire, eh bien, les 3 écoles professionnelles ou centres professionnels du Valais roman, qui sont situés à Sion, commerce et artisanat et technique et des métiers, directeur est là, M. Bernard Dayer, ainsi que l'EPIC de Monté pour les professions de la chimie, qui est inclus dans ces 3 sites. Ça fait 6000 jeunes, grosso modo. L'échantillon que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un échantillon assez intéressant. Il est très vaste en termes de nombre de jeunes et de professions. Il est moins vaste géographiquement parce que ça s'arrête au Valais roman. C'est un effectif qui était aussi stable depuis 2015 à peu près. C'est environ 2000 jeunes par école. Voilà, donc ce que je vais vous présenter là, c'est tout d'abord une devise, et celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle est justement dans ce guide de mesures de compensation des désavantages, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Et j'ai repris ce terme parce qu'au-delà de faire un lien avec un conseiller fédéral, ça veut dire quoi? Ce que j'ai constaté en allant dans les cycles d'orientation, c'est que ces mesures de compensation suivent sans qu'il y ait une rediscussion forcément avec le jeune, avec son entourage. Et puis, quand j'ai posé cette question, j'ai dit, mais pourquoi pas? Alors, j'ai retenu ce qu'a dit une madame, là, c'est qu'un handicap
Et pour la vie, oui, mais on grandit quand même, la personne grandit, puis a peut-être mis en place des stratégies différentes. Je ne parle pas d'un handicap physique, mais plutôt psychologique, les 10, etc. Et peut-être que le jeune a envie de tenter quelque chose. Et certaines fois, malheureusement, on ne donne pas la parole au jeune, on lui aménage déjà tout. Et une prof m'a dit, c'est vrai Gérard, tu as peut-être raison, on lui fait le lit avant qu'il arrive à l'école. Et peut-être qu'il faudrait lui laisser faire son lit lui-même, à lui-même. Et ça, c'est peut-être une première réflexion. Et si j'ai donné cet exemple, c'est peut-être que quand ces jeunes arrivent en formation professionnelle, eh bien, voilà, on refait un bilan, on essaye de voir ce qu'il faudrait faire, peut-être aussi peu que possible au départ, mais autant que nécessaire dans le cursus. Et souvent, on ne le fait pas. On remarque qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui aimeraient plutôt se dire « je vais tenter de ne pas avoir d'aménagement particulier », puis on a la pression des parents derrière qui l'oblige à mettre en place ces mesures. Et ça, c'est déjà une première tension que l'on remarque quand ces jeunes arrivent chez nous. Et nous, on doit gérer cela. Et souvent, ce qui se passe, c'est bien le jeune, il sait que ces mesures sont demandées, mais il ne les utilise pas. Le temps supplémentaire aux examens, il rend l'examen des fois même plus vite que les autres, etc. Certains n'ont pas envie de cela. Et ça, on doit prendre en considération. Voilà, c'était donc Olga Meyer-Popa et la compensation des désavantages à sa place dans l'éducation inclusive. C'est distribué par la CIIP. J'ai le PDF. Si des fois, je crois qu'on peut le diffuser sans droit d'auteur, je vais le transmettre. Si des fois, je l'ai en format PDF pour le mettre là. Voilà, ça c'est le nombre de demandes de compensation des désavantages entre 2015 et 2020. Je n'ai pas mis 2021 parce que l'année est en cours et on a encore des demandes qui rentrent, même passablement de demandes. Donc un graphique, il a plusieurs utilités. Première utilité, c'est de constater un phénomène. Et là, en voyant ce graphique, on peut se dire qu'il y a quelque chose de linéaire là-dedans, au fil des années, dans le nombre de compensation des désavantages, l'augmentation de ce nombre. On a passé de 32 en 2015 à 170 en 2020 sur ces 6000 jeunes, sur ces 3 centres professionnels. Un graphique, ça sert aussi à essayer d'imaginer l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc là, il y a 4 scénarios possibles. C'est soit le scénario 1 où on part vers quelque chose d'exponentiel. Le scénario 2, bien, c'est linéaire avec la même pente et on continue comme ça les prochaines années. Le scénario 3 que j'ai mis là, c'est finalement un tassement après quelques années, puis on aura plus ou moins le même pourcentage de jeunes qui demandera ces compensations. Ou un scénario 4, finalement, c'est une période et puis ça baisse. Bon. Alors, je pense que le 4, on l'oublie. Le 3, c'est pas encore aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être après-demain, dans un futur proche. Je serais tenté de vous dire qu'au vu de ce que l'on a signé comme demande en 2021, c'est pour l'instant en tout cas le scénario 2 qui est envisageable pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'on va toujours vers une augmentation des demandes. À partir de là, on peut avoir 2 raisonnements. Le premier, c'est de se dire, bien, 170 sur 6000, ça fait du 2,8%, donc déjà on est nettement inférieur à l'étude qui parlait de 6% de demandes. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est en Valais ou pas, mais voilà, c'est le chiffre, en tout cas factuel, que l'on a sur le Valais roman. Et puis on pourrait se dire 2,8%, c'est pas grand-chose, c'est même pour certains vraiment presque insignifiant, et puis n'en faisons pas une grande thématique, et puis voilà, on se débrouille, on avance comme cela. Mais le deuxième raisonnement, et c'est celui qui prévaut, c'est celui qui est vraiment la réalité, c'est 170 particularités à gérer. Et on essaye de faire au mieux. Ça, je rassure tout de suite le public ici. Je sens qu'il y a un public qui est aussi très concerné et très attentif à cela. On essaye de le faire au mieux. En formation professionnelle, eh bien, ces mesures de compensation des désavantages, et on l'a déjà vu un peu dans l'étude aussi, puis on l'a vu dans ce qu'a présenté Mme Bardil dans la mise à jour ou bien l'actualisation de la recommandation,
On sent qu'il y a un peu de tension, des contraintes là-dedans pour cette mise en œuvre. J'aimerais quand même remettre là à l'écran à quoi aussi on est confronté. Tout d'abord, ces différents lieux de formation. Effectivement, l'école professionnelle, les cours interentreprises et les entreprises. Je vous donne un exemple. Tout d'abord, effectivement, cette nouvelle, la révision de la recommandation le précise mieux le rôle de chacun de ces lieux, et c'est très bien. Je vous donne un exemple. Martigny, j'ai les forestiers bûcherons. Les forestiers bûcherons, eh bien, pour l'école professionnelle, ce sont des intervenants qui sont responsables d'un triage forestier, etc., qui ne sont pas à plein temps à l'école comme enseignants. Les cours interentreprises, ils les font dans chaque canton de ce pays roman, parce qu'ils doivent aller voir les différentes forêts, les différentes topographies, puis apprendre cela. Donc il y a des Jurassiens qui viennent en Valais, et les Valaisans vont dans le Jura, ils vont sur Vaud, etc. Donc chaque cours interentreprise se situe dans un canton différent. Donc vous voyez la contrainte du suivi d'une compensation des désavantages avec un cursus de formation tel que celui-là. Alors c'est un peu particulier, j'ai pris, on va dire, un cas un peu plus extrême, mais dans les autres professions, on est quand même confronté à ces différents lieux aussi. Ensuite, j'aimerais rendre attentif aussi à cela, c'est que dans les écoles professionnelles, on a beaucoup d'intervenants qui viennent à temps partiel, voire à temps très partiel. Ce sont des professionnels métiers et non pas des professionnels de l'enseignement pour la plupart. Et ce n'est pas que je veux dévaloriser la formation de la HEFP, que ce soit le 300 heures ou le 1800 heures pour les formations pédagogiques obligatoires pour ces enseignants, mais effectivement, c'est une base pédagogique relativement sommaire par rapport à un prof qui aurait fait une formation pédagogique complète pour en faire son métier à plein temps. Et donc ça, il faut aussi tenir compte de ce public-là, le patron. Moi, j'ai une trentaine de patrons d'entreprises qui viennent à Martigny dans les différentes professions. Ces patrons viennent une demi-journée par semaine, voire 2 demi-journées par semaine. On ne peut pas forcément exiger de ces gens-là qu'ils aillent vraiment intégrer toutes ces compensations des désavantages et d'assurer dans l'absolu que la mise en œuvre soit parfaite et le suivi aussi. Et puis, il y a les exigences du métier. Effectivement, ces contraintes-là, on les sent. Les métiers, M. Savary l'a dit en préambule, en introduction de la journée, dans des professions où on demande une productivité et le temps supplémentaire, eh bien, voilà, c'est difficile à se mettre d'accord là-dessus. Bruit et troubles de la concentration. J'ai eu un cas, effectivement, plusieurs cas, mais ça c'est un exemple, un jeune qui avait comme mesure de compensation de travailler dans un endroit le plus silencieux possible. Mais il avait choisi comme métier constructeur métallique. Donc, moi, j'en fais pas des plaisanteries, mais c'est de se dire à un moment donné, voilà, est-ce que l'orientation est bonne par rapport à ces troubles et ces mesures de compensation qu'il demande? Les maths, hein, des dyscalculies, et puis on choisit des professions techniques ou artisanales. Voilà, donc là, il y a aussi des contraintes, l'orthographe lorsqu'on est dans des professions commerciales, et puis les groupes de personnes, si on est un peu justement mal à l'aise quand on est avec du monde et puis qu'on choisit des professions dans le social, par exemple, là aussi, c'est des contraintes auxquelles on est confronté et puis qu'il faut essayer de discuter, de mettre en place des stratégies malgré ces situations-là. Et j'en viens justement à des demandes particulières aussi, puisqu'on est vraiment sur le terrain, pour vous dire que finalement, c'est bien de redéfinir un peu et de faire vraiment cette mise à jour de cette recommandation. Ça permet aux gens de rappeler que ces demandes de compensation des désavantages, elles ont des objectifs bien précis parce qu'il y a un petit peu de dérive des fois dans les demandes. Et je vous en présente quelques-unes ici. J'étais confronté un jour à un jeune, et puis c'était une attestation médicale, il était intolérant à la frustration. Donc c'était clairement marqué qu'il ne fallait pas lui dire non, rien. Et en plus, ce jeune avait choisi une profession dans l'artisanat. Et vous imaginez bien que dans l'artisanat, quand vous êtes sur un chantier, eh bien, le franc-parler est de mise. Donc, voilà, c'est difficile d'entrer en matière pour ce genre de choses-là, mais plutôt de rendre attentif qu'il va y avoir des problèmes. J'ai eu dernièrement un jeune qui est attesté médicalement qu'il ne pouvait pas venir à l'école, qu'il avait la phobie du monde
justement, et d'être en classe, et qui demandait de ne pas être présent au cours. Si je reprends l'ordonnance, c'est quand même marqué que les cours sont obligatoires, et puis faire de l'enseignement à distance en permanence, on a aussi maintenant expérimenté sa faisabilité, mais ses limites aussi. Donc là, voilà, c'est aussi compliqué. Et pour préciser, cette personne avait choisi le métier d'assistant socio-éducatif, où on est toujours avec du monde. Fournir, ça c'est assez récent aussi, c'était dans le formulaire officiel, fournir des supports de cours clairs et précis. Je me suis quand même permis de mettre, avant de signer, c'est déjà le cas. Parce que là, on ne demande pas une mesure de compensation, on demande des supports de cours clairs et précis. Alors on sait ce que c'est que dans une compensation des désavantages, une adaptation de la police de caractère ou ça, mais de le mettre comme ça, j'ai quand même voulu juste lui expliquer à cette personne qu'on fait déjà de notre mieux dans l'école pour avoir des supports de cours clairs et précis. Les associations professionnelles éditent des super supports de cours aussi. Voilà. Après, il y a ça. Effectivement, c'est aussi quelque chose que normalement on ne peut pas entrer en matière, c'est-à-dire pour le même examen, faire un barème différencié d'une personne à l'autre, ce n'est pas une mesure de compensation, c'est une baisse des objectifs que l'on fait par cette manœuvre-là, et ça on doit l'éviter absolument aussi. Et puis le temps supplémentaire, il faut bien regarder les recommandations, la partie normalement travail pratique, il n'y a pas de temps supplémentaire, c'est pour comprendre la consigne, etc., ou des moments comme ça, mais le temps de production, si on est dans des métiers manuels, on ne devrait pas avoir de temps supplémentaire. Mais ça, ce n'est souvent pas lu par les personnes, et quand on parle de temps supplémentaire, c'est pour tout, y compris cela. Et là, ça crée d'énormes tensions avec le monde du travail, vous pensez bien. J'aimerais vous présenter ici aussi, ça c'est clair, c'est un extrait d'une lettre, alors je l'ai gardé anonyme, d'une personne représentante du monde du travail, très impliquée dans la formation professionnelle, très impliquée au niveau association professionnelle, et puis j'ai mis quelques mises en évidence dans cette lettre. Que ces aménagements sont discriminatoires, que ces mesures compensatoires devraient être réglementées. Et voyez en bas ce qui est proposé, c'est que c'est uniquement s'il y a une reconnaissance AI et que cette mesure soit inscrite sur le diplôme final CFC ou AFP et que ceci est remonté jusqu'au CEFRI. Alors c'est clair, je vois qu'il y en a qui secouent la tête là, moi aussi j'ai secoué la tête quand j'ai vu cette lettre. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est quand même le reflet par écrit de ce que le monde du travail, une partie en tout cas, de ces acteurs-là, pense de ces mesures de compensation. Et nous, on est en contact avec eux, je peux vous dire que ce n'est pas uniquement cette lettre que j'ai eue en retour, c'est des discussions informelles des fois, etc., auxquelles on est confronté, qui vont dans ce même sens par le monde du travail. Et nous, on ne doit pas être là fermé à cela, mais plutôt argumenter pour qu'ils comprennent le sens de ces mesures de compensation des désavantages, pour que cette vision-là, cette pensée-là, eh bien, gentiment, soit écartée pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais c'est une contrainte assez forte que l'on doit faire face aussi et qu'il ne faut pas négliger dans nos discussions, dans nos mises en œuvre, etc., pour ces mesures de compensation. Voilà, je crois qu'après ce moment c'était une introduction, peut-être un peu large, mais pour ce qui est de la mise en œuvre, eh bien, je crois qu'il y a une évidence, c'est que la phase importante, c'est le choix de la profession pour le jeune qui est, je dirais, contraint à avoir des mesures de compensation des désavantages, ou qu'il le souhaite en tout cas, d'avoir une compatibilité, un tant soit peu, par rapport à son handicap et son choix. Malheureusement, il faut l'admettre, c'est que quand on a ce genre d'aménagement ou ce genre de situation, eh bien, on n'a plus forcément tout le panel des professions à disposition, mais il faut peut-être non pas simplement mettre en priorité ses intérêts, son envie, son rêve, etc., mais peut-être aussi sa réalité personnelle et puis faire le choix par rapport à cela. Et puis, bien sûr, là, dans l'orientation, il y a le souhait quand même qui doit rester la priorité, son intérêt, mais en tenant compte de son handicap,
de l'environnement professionnel qu'il choisirait, de sa situation, des compensations possibles aussi, et je crois que ça c'est important. On a vu avant les métiers constructeurs métalliques, mais travailler dans des lieux où il y a du silence, eh bien c'est pas possible. On peut pas dire, il faut tout de suite dire aux jeunes, si tu veux faire constructeur métallique, tu seras toujours dans le bruit. Et tu ne peux pas venir au cours et demander du silence, quoi, parce que le bruit ne devrait pas te déranger, sinon tu ne peux pas travailler de manière très productive et puis avec performance dans un atelier. Voilà. Et puis les forces et les faiblesses par rapport au handicap. Et ça, je crois que c'est important. La nouvelle recommandation inclut les troubles d'autistes aussi. Et on sait que les autistes, eh bien, ils ont par exemple d'énormes facultés de concentration. Par contre, de travailler plutôt seul, souvent. Et ça, eh bien, ça doit être des facteurs pour orienter le jeune dans des professions qui sont vraiment compatibles avec son handicap. Et là, son handicap pourrait devenir une sacrée qualité et il pourrait devenir très performant. Et c'est vrai qu'il faut détecter toute autre force ou prédisposition personnelle pour choisir le métier. La mise en œuvre en Valais, eh bien, je pense qu'elle se fait comme dans beaucoup de cantons. Le jeune et son entourage, ses parents, ils utilisent le document officiel. Nous, on demande que l'expertise par le spécialiste date de moins de 2 ans. Voilà, même, je reviens sur ce handicap qui dure toute la vie. Toutefois, on souhaite qu'il y ait un bilan qui date de moins de 2 ans, qui a été fait par un spécialiste pour valider la demande. Ensuite, à partir de là, il y a une analyse en interne au niveau des écoles professionnelles. Donc, quand on reçoit cette demande, on l'analyse et nous, on fait des propositions qu'on transmet ensuite au service de la formation professionnelle, entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc., comme mesure d'aménagement. Et puis, là, vous avez l'extrait de la lettre officielle qui est transmise, qui est envoyée par le service de la formation professionnelle du canton du Valais à l'intéressé, copie à l'école. Et j'ai bien mis là, et vous verrez pourquoi j'ai mis en évidence ceci, c'est quand même marqué, toujours avec prudence, l'école professionnelle est chargée de la mise en place d'édites mesures pour autant que cela soit envisageable et faisable. Et puis, dans les procédures de qualification, on emploie le même terme. Et vous voyez que ces termes-là, je pose une question ici. On va peut-être essayer d'y répondre un petit peu. Peut-être qu'on peut ouvrir la discussion après ma présentation. Mais qui a la responsabilité du suivi de ces mesures de compensation des désavantages dans un réseau de formation tel que la formation professionnelle avec les quelques exemples que je vous ai donnés? Voilà, là c'est l'exemple, j'ai demandé à Bernard Dayer, directeur du campus EPTM, s'il était d'accord que je la publie. Le campus EPTM a édicté une liste de mesures. Voilà, nous c'est ça notre catalogue de mesures. Et à partir de là, en fonction des demandes, voilà ce qu'on propose là-dedans comme mesures. Il y en a 18, on ne va pas les lire une après l'autre. Dans d'autres domaines, si je prends la santé et le social, on est un peu plus large et c'est une analyse individuelle qui est faite à chaque demande de mesure de compensation des désavantages. Si c'est OK, si ça non, ça il faut voir, etc., etc. Donc c'est un exemple. Et puis ensuite, là c'est toujours le campus EPTM. Eh bien, quand il y a une décision qui est prise, le titulaire reçoit en courrier interne pour cette demande-là, voilà les mesures de compensation des désavantages qui ont été acceptées et qui peuvent être mises en place au sein de l'école. J'en reviens à cette question du suivi de ces mesures de compensation. Donc, sur le Valais, nous avons le logiciel Escada qui est utilisé par 10 ou 11 cantons en Suisse, mais plutôt en Suisse alémanique, où on a toute la base de données des apprentis et du personnel enseignant aussi. Et là, pour l'école professionnelle, eh bien, on a l'information qui est là-dedans, qui est dans la base de données. Et on a pu maintenant, j'avais fait cette demande, si la possibilité, lorsque le prof arrive en classe et qui prend pour faire un contrôle de présence la liste de classe, qu'il y ait un petit signe indicatif pour la personne qui a droit à des mesures de compensation des désavantages. Parce que je reviens à ce que j'ai dit avant, le patron qui est 4 jours et demi, ou je dirais 6 jours et demi,
il s'occupe de son entreprise et puis qui vient une demi-journée à l'école, il risque peut-être d'oublier quand même ce genre de particularité s'il y en a un ou deux dans sa classe là qui auraient droit à des mesures. Donc là, on a maintenant un petit sigle qui apparaît pour le prof, hein, je précise bien, c'est accessible que par les profs, comme quoi cette personne a droit à des mesures et puis après il peut aller reconsulter les mesures. Les cours interentreprises, eh bien, pour le Valais, ça va pas mal puisque les cours interentreprises se déroulent dans la même école où il y a les cours professionnels. Mais encore une fois, lorsque un jeune, eh bien, il va à Morges et puis, au cours théorique et puis qu'il vient ici à l'école de la construction pour les CIE, le suivi, etc. Puis si je vais au cas extrême des forestiers bûcherons qui sont en forêt avec un chef de triage ou un technicien, etc., en train d'installer tout le chantier pour justement faire des travaux forestiers, c'est un peu plus délicat et puis c'est pas sûr que ça suive. Puis les procédures de qualification, là aussi, c'est le chef expert, normalement, qui doit gérer cela. Le chef expert, eh bien, dans quelle mesure il a pris connaissance de ces particularités par rapport au groupe de jeunes qui viennent suivre les procédures de qualification, quelle organisation il met en place. Alors, je l'ai mis là pour la culture générale, l'école que je dirige, eh bien, alors, vous allez me dire, c'est un peu de la ségrégation ou des fois des mettre de côté, mais pour s'assurer que ces jeunes ont droit aux mesures lors de l'examen de culture générale, ils sont dans une salle séparée, donc on a justement cette détection par escada, on ne les oublie pas, et puis ils ont droit à ces aménagements particuliers justement pour pouvoir faire, aux aménagements en tout cas qu'ils y avaient droit pour faire la procédure de qualification de culture générale. Voilà, donc moi j'aurais tendance à dire, et je sais que j'ai posé la question un peu dans mon réseau, beaucoup partagent ce point de vue, c'est que dans la formation professionnelle, la responsabilité du suivi devrait aussi être incombée aussi en partie aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il est en droit où il a cette responsabilité aussi de rappeler de temps en temps qu'il a droit à ces mesures si on oublie dans un des lieux de formation. Il faut accepter, je crois qu'en formation professionnelle, on a justement ce réseau qui est très performant, qui est reconnu mondialement au niveau de la formation, mais que dans des cas particuliers comme celui-là, il n'est pas infaillible dans le suivi et que, voilà, on est en droit de demander à la personne, bien, si ça ne suit pas, c'est aussi de ton devoir, de ta responsabilité, d'aller vers l'intervenant discrètement, il n'y a pas besoin de le faire en public, puis de lui rappeler qu'il a droit aux mesures, et de ne pas attendre une semaine, un mois, 2 mois, puis après d'envoyer un courrier recommandé, etc., et de mettre en place une procédure de recours ou autre par rapport au fait que ça n'a pas suivi. Parce que là, on ne construit rien. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Donc, déjà vous dire que c'est des discussions, des fois que l'on a même au niveau suisse romande, voire suisse. Ces situations nous préoccupent et occupent passablement nos séances de direction ou aussi nos réunions des fois d'interdirecteurs, que ce soit au réseau latin ou au niveau suisse. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on néglige, bien au contraire. Voilà, on fait le plus possible, je pense, là aussi Fribourg l'a dit, à l'EPAI, c'est aussi une école professionnelle qu'on connaît. On fait le plus possible, mais je crois qu'il faut oser communiquer justement nos limites, et peut-être ça on ne le fait pas assez. Communiquer auprès des bénéficiaires nos limites. Responsabiliser le bénéficiaire, je l'ai dit avant, rechercher avec le bénéficiaire des stratégies afin d'atténuer les mesures et surtout atteindre les objectifs. Voilà. Parce que peut-être qu'effectivement, la tendance est de mettre en place trop de mesures, parce qu'on veut mettre tout, puis finalement, peut-être que certaines, ils ne le demandent jamais, eh bien on atténue ces mesures, mais vraiment de viser avec ce jeune, d'atteindre les objectifs et d'aller à la réussite. Oser refuser s'il y a incompatibilité avec l'environnement professionnel. Je crois que ça, il faut aussi l'accepter du point de vue des associations ou de ceux qui défendent ces mesures de compensation, s'il y a incompatibilité vraiment entre le handicap et les mesures demandées et puis l'environnement professionnel,
il faut le dire. Je veux dire, ça ne peut pas aller, et puis il faut soit se réorienter, soit tenter, parce qu'il a vraiment envie de faire ce métier, tenter, mais sans mettre en place un environnement artificiel qui n'est pas la réalité du terrain auquel il sera confronté par la suite. Et surtout, mesdames, messieurs, c'est apparu dans l'étude aussi, dialoguer, cette transparence, avoir cette transparence avec tout le réseau qui accompagne dans ces mesures de compensation. Dialoguer, et là je pense que c'est souvent difficile, Christophe Unger l'a dit aussi, on est un peu tenu au secret, comment communiquer, comment essayer d'intégrer toute la classe dans ces mesures particulières, qu'en bénéficient quelques-uns, et pourtant, on sait très bien, et moi je l'ai vécu, que quand un jeune a des difficultés, puis qu'on implique l'ensemble de la classe, souvent il y a justement une synergie qui naît au sein de la classe pour que toute l'équipe arrive à la fin avec la réussite. Mais c'est pas une science exacte, et puis c'est pas toujours facile, parce que des fois, c'est le refus des parents aussi de communiquer plus loin. Moi, j'ai eu ceux qui avaient des syndromes de Gilles de la Tourette. C'est pas facile, ce genre de choses, hein. Et puis, j'ai toujours essayé de convaincre les parents de dire il faut que les jeunes qui sont en classe avec le vôtre sachent ce qu'il a et qu'est-ce que c'est ce syndrome de Gilles de la Tourette, pour qu'ils comprennent et finalement qu'ils puissent aussi l'accompagner. Puis on avait vu à l'époque un reportage où c'était clairement ça, c'est que si finalement ce syndrome est connu de son environnement proche, ça va beaucoup mieux dans l'accompagnement. Donc ça va avec ce que j'ai dit là. Voilà, finalement, c'est en fait un peu un résumé en 2 mots de tout ce que je vous ai dit là. On pourrait presque se dire c'est mission impossible. C'est mission impossible avec toutes les contraintes, etc. Nous, on essaye surtout de faire en sorte que cette mission soit accomplie avec ces jeunes, aussi avec ces aménagements particuliers. Merci de votre attention et je reste volontiers à disposition pour des questions.